formation du baccalauréat, qui n'est pas un diplôme facile. Et aussi, vous avez la chance d'être orienté dans l'une des meilleures universités sénégalaises, qui est l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. La composition du gouvernement et le résultat des concours de l'ENA, du médecine internat, en sortent du parti de frustration. Parce qu'on a vu des étudiants de l'UGB en tête, en quelque sorte. Donc, c'est nos félicitations. Je ne saurais terminer sans vous confier ces mots, comme le disait notre cher président, M. Abdoulaye Wade. Il faut travailler, encore travailler, toujours travailler. Armez-vous de courage et d'abnégation, de détermination, de patience et de volonté. Il faut comprendre aussi que vous êtes des ambassadeurs et ambassadrices de vos familles respectives, mais aussi de votre localité respective. Vive le département de Foundiougne, vive Isolé, vive l'Université Gaston Berger. Il a fait un cours magistral sur le thème et nous en avons profité pour beaucoup apprendre. Alors, c'est pour vous dire, en tant qu'insulaire, en tant qu'originaire des îles Nyominka, vous avez beaucoup de potentialités qui peuvent vous permettre quand même d'avoir des emplois acceptables et durables au sein même de vos localités respectives. Donc, il a parlé un peu des activités économiques de base, des activités, moi je les dénomme des activités traditionnelles que nous connaissions, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, surtout qui est l'activité principale, mais également le tourisme qui est venu après le classement donc, du delta du Saloum dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. La zone en question, la zone que nous habitons, est une zone d'attraction touristique. Donc il y a énormément de potentialités touristiques qui peuvent être développées et qui peuvent en même temps impacter l'employabilité des jeunes. C'est pourquoi je tiens bien à préciser qu'il n'y a rien à attendre de l'État là. Peut-être la seule intervention que l'État doit faire, c'est créer les conditions d'employabilité des jeunes. Donc comment est-ce que l'État doit faciliter l'accès à la terre? Comment l'État doit faciliter l'obtention de titres fonciers pour développer non seulement l'agriculture, mais pour développer également d'autres secteurs, à savoir l'élevage ou bien l'aquaculture. Donc ce sont des choses qui peuvent être développées dans les îles Nyominka. Alors, je pense que je voudrais un peu raconter une toute petite anecdote par rapport à cette thématique, la problématique de l'employabilité. Et l'anecdote peut-être tourne vers moi. Lorsque j'avais eu la possibilité quand même de faire quelque chose, en tout cas, qui pourrait me servir dans le futur pour avoir quelque chose qui va me permettre de gagner ma vie, mais également d'aider mes frères, mais également d'aider ma population. Mais je me suis dit que la bourse d'étudiants que j'ai, parce qu'à l'époque, la bourse, lorsque j'étais en thèse, je l'ai reçue en fin d'année. Alors, lorsque je l'ai reçue en fin d'année, je me suis dit qu'il faut que je me lance dans un projet touristique. Alors, je suis parti rencontrer le président de la commission domaniale à l'époque et rencontrer également les autorités municipales pour leur demander quand même que si je peux avoir l'obtention d'une terre pour mon projet. Alors, je suis également, parce qu'à l'époque, j'avais demandé à obtenir la parcelle dans le champ de mes parents. Mais avec des difficultés familiales, je n'avais pas pu avoir la terre. Donc, c'était compliqué. C'est pourquoi même, donc, il faut qu'on facilite aux jeunes l'obtention des parcelles de terrain pour qu'ils puissent, en tout cas, investir dans ces domaines-là, dans ces domaines économiques. Alors, c'est la bourse même qui m'a permis de faire ma fondation. Je vous assure.
C'est la bourse qui m'a permis de faire ma fondation. Et lorsque j'avais commencé à l'époque de donner quelques cours à l'université, je me suis dit qu'il faut également que cet argent-là soit bien orienté dans ce projet-là. Et c'est ce que j'ai fait. Mais par la grâce d'Allah, j'ai gagné un projet qui m'a permis quand même de faire l'élévation. Donc c'est pour vous dire que si vous avez un projet et que vous voulez le réaliser, il suffit juste d'avoir la foi en ce projet-là et que vous allez y parvenir. Donc mon intervention, vraiment, je voudrais l'axer sur le soubassement même identitaire du peuple Nyominka en matière d'employabilité. Alors, le présent thème se focalise sur l'employabilité des jeunes de la région du Nyomi. Mais j'ai voulu mettre l'accent dans ce que j'ai présenté sur même le terme Nyomi. Parce que lorsqu'on avait l'idée de créer cette association, l'association des Nyominka à l'UGB, à l'époque, on s'était dit qu'il faut nous forger une identité, il faut quand même chercher un nom qui va nous permettre de nous représenter à l'université, mais qui va nous permettre quand même de nous identifier des autres associations. Donc c'était un nom qui devrait être original, qui reflète notre identité culturelle. Et c'est là on a pensé à beaucoup de propositions. Parmi les propositions, maintenir le nom de la structure qu'on avait à Dakar, l'AERIS, Association des étudiants ressortissants des îles du Saloum. Et on s'était rendu compte que le terme île du Saloum était très large. Parce que quand on parle des îles du Saloum, les îles dans le delta du Saloum, donc le delta, il y a la partie continentale, la terre ferme, mais également il y a la partie insulaire. Et dans la partie insulaire, il y avait les îles Mar, il y avait les îles Betenti, et également les îles du Gandoul et le Khiren. Alors on s'était dit qu'il faut penser un nom, en tout cas qui va nous permettre de représenter pratiquement les 19 îles. Alors en pensant au nom, il y a quelqu'un qui avait proposé l'association des îles du Gandoul. Mais les îles du Gandoul, c'était très restreint par rapport également à ce qu'on voulait représenter à l'époque. Parce que le Khiren était un peu exclu. Donc on a dit qu'il faut peut-être penser au terme Nyominka. Donc c'est pourquoi je vous ai dit que je voudrais mettre l'accent sur le terme Nyomi. Donc le Nyomi, on pense que c'est la zone naturelle, la région naturelle dans laquelle habitent les habitants des 19 îles. Et le terme Nyominka, qui n'est pas bien sûr la thématique centrale, mais je voudrais, peut-être le conférencier n'est pas revenu là-dessus, mais je voudrais un peu faire une toute petite élucidation de ce concept-là, dans le but non seulement de contextualiser, mais également de centrer la thématique principale dans le contexte que l'on se trouve, mais essayer également de ressortir la conformité et l'adéquation de ce mot, et l'adéquation du mot Nyominka avec le terme employabilité. Alors, dans nos représentations culturelles, quand on dit à la personne que vous êtes un Nyominka, ça ne veut pas dire spécifiquement que la personne habite dans la zone ou bien habite dans les îles du Saloum. Mais le terme Nyominka fait même référence spécifiquement à une profession, et c'est la pêche. Et nous le savons. Pourquoi? Parce que quand vous habitez dans le milieu et que si vous n'avez pas les compétences nécessaires et les aptitudes dans cette profession-là, vous ne pouvez pas avoir cette reconnaissance identitaire. Donc pour avoir la reconnaissance identitaire en milieu Nyominka, il faut en tout cas exercer la profession de la pêche ou bien avoir une connaissance dans les activités qui se font en mer. Et même également, par extension, on peut même dire que le terme Nyominka peut faire référence à toute activité, en tout cas aux compétences que la personne peut avoir dans toutes les activités de la vie quotidienne. C'est même parfois quand on vous demande d'accoster, par exemple, une pirogue et que vous ne parvenez pas à le faire, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous n'êtes pas un bon Nyominka. Ou bien même vous n'êtes pas Nyominka, simplement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous n'avez pas les compétences nécessaires dans ce domaine-là. Et même également dans d'autres activités de la vie quotidienne.
Par exemple, quand vous êtes dans le domaine de l'agriculture, dans le secteur de l'agriculture, quand on vous demande, est-ce qu'en réalité, parce que si en réalité vous faites votre récolte, mais vous le faites très mal à la fin, ou bien la première pluie est tombée, vous avez mis vos semences. Et là, on peut dire à la personne qu'il n'est pas un bon Nyominka, Nyominka Yuro. Donc, parce qu'en réalité, vous n'avez pas fait preuve de pragmatisme, ou bien vous n'avez pas fait preuve, en tout cas, de compétence ou bien d'intelligence dans ce domaine-là. Donc, cette pratique, ou bien cette représentation-là culturelle que nous avons, même du terme Nyominka, on peut l'appliquer au terme employabilité. Parce que dans l'employabilité, ce qu'on demande à la personne, c'est que la personne doit développer un certain nombre d'aptitudes, un certain nombre de compétences qui vont lui permettre quand même d'évoluer dans le marché du travail. Donc, c'est également la même chose en milieu Nyominka. Quand on vous considère comme un Nyominka, c'est parce qu'en réalité, vous avez les compétences nécessaires qui vous permettent quand même de bien évoluer dans le contexte Nyominka. Alors, je pense que le conférencier est revenu là-dessus. Quand on parle d'employabilité en milieu Nyominka, les secteurs qui doivent être visés. Quels sont les secteurs? Donc, on a les secteurs de base, les 3 secteurs traditionnels: l'élevage, la pêche, l'agriculture, mais également le tourisme. Parce que Dieu a fait qu'en réalité, on est dans une zone qui se démarque, en tout cas par la verdure flamboyante de sa mangrove, par également la beauté de sa nature, mais également par la diversité de son écosystème. Donc là, ce sont des potentialités pour développer le tourisme dans la zone. Et comment faire pour développer le tourisme? Je pense que nous devons faciliter l'accès à la terre aux jeunes. Et en même temps, également, les jeunes doivent être conscients que nous ne devrions pas laisser les étrangers s'accaparer de nos terres. C'est vrai qu'on est dans le marché du travail. Mais ce qu'on doit faire est que les jeunes doivent s'investir dans ces domaines-là. Il faut occuper tous ces domaines. Ayez des projets dans ces domaines et oser les défendre partout. Par exemple, si vous avez la possibilité d'obtenir un titre foncier, par exemple, sur un domaine de vos terres, mais vous avez la possibilité d'obtenir un financement. Pourquoi? Parce que le titre foncier vous donne des droits réels sur la terre. Et si vous avez ces droits réels-là, vous avez la possibilité quand même d'aller vers les banques et d'être financé. C'est pourquoi je dis que l'État, à tous les niveaux, doit faciliter les conditions d'employabilité. Comment? C'est au niveau local, au niveau des collectivités locales et au niveau également du gouvernement. Et également d'autres secteurs. Par exemple, le secteur de l'agriculture. Moi, je pensais que c'est même possible de développer un agrotourisme. C'est bien possible. Développer le secteur agrotouristique. Donc, ce sont des secteurs qui doivent être visés pour faciliter en tout cas l'employabilité des jeunes dans cette zone-là. Alors, je ne voudrais pas être trop long pour ne pas trop tirer. Merci de votre invitation. Merci beaucoup, cher le modérateur. Je suis content de partager ce moment d'échange avec mes jeunes frères et sœurs, mes neveux, et particulièrement content de partager cette table également avec mon homonyme, Ibrahim Sarr, la copie, mais aussi avec l'inspecteur Fall, que je suis très très heureux de retrouver après notre première rencontre il y a de cela plusieurs années. J'étais étudiant
à l'Université Gaston Berger. Je faisais mes recherches dans le cadre de la préparation de ma thèse de doctorat au sein du laboratoire recherche sociolinguistique et didactique. Et sous la direction du professeur Feu Jambaya, nous l'avions invité pour qu'il puisse prononcer une conférence. Le thème, si je me souviens bien, c'était sur l'introduction des langues nationales dans le système éducatif sénégalais. Les défis de l'heure. Une conférence qui m'avait beaucoup marqué et qui avait même donné une haute orientation à mes recherches doctorales. C'est donc toujours bien d'écouter la voix des anciens, la voix de ceux-là qui ont été au cœur de la production des connaissances, mais qui ont été également toute leur carrière sur le terrain et qui sont les plus à même d'orienter les choix pédagogiques, mais également les choix professionnels. Cette conférence sur l'employabilité des jeunes Nyominka, on parle beaucoup d'employabilité dernièrement, mais cette fois c'est spécifique parce qu'appliqué aux Nyominka. Et les Nyominka sont une réalité socioculturelle un peu différente des autres couches de la communauté. Mais l'employabilité même est au cœur du système LMD, qui a été adopté à l'UGB ici en 2008 avec le RESAO. Et c'est le premier point d'application du système LMD avant que ce ne soit adopté à l'UCAD. L'UCAD qui avait opté pour un balancement progressif, alors que l'UGB optait déjà pour un balancement, un basculement total. Dans ce système LMD-là, l'avantage, c'est quoi déjà? C'est que l'orientation de l'étudiant doit même partir d'un projet pédagogique, un projet professionnel, autour duquel on construit un projet pédagogique sur mesure, pratiquement. C'est-à-dire à partir du moment même où vous êtes devant votre demande d'orientation campusienne, vous ne cliquez pas juste sur les choix n'importe comment parce qu'il vous faut être à l'université, mais l'on considère alors que vous avez déjà une orientation en tête. Et c'est en fonction de ce que vous voulez devenir, de ce que vous voulez faire demain, que vous devez faire les choix d'orientation. Il est vrai que lorsqu'on vous demande finalement d'opérer jusqu'à 18 ou une vingtaine de choix à classer par priorité et que vous pouvez même à l'arrivée vous retrouver orienté dans ce qui correspondait à votre 18e choix, ça ne colle plus réellement avec votre projet professionnel. Mais à la base, on demande que vos choix d'orientation soient effectués en fonction de l'orientation professionnelle que vous voulez donner à votre vie. Et lorsque vous terminez votre licence 3, pour ceux qui souhaitent approfondir en master, il y a une présélection et un entretien à faire. Et même dans cet entretien-là également, les perspectives professionnelles sont importantes. Il y a toujours quelque part où on vous demandera quel est votre projet professionnel. Et beaucoup d'étudiants d'ailleurs ratent l'entretien pour l'admission en master parce qu'ils ont évoqué un projet professionnel qui ne colle pas avec le projet pédagogique offert dans le cadre du master. Un exemple en langue et culture africaine, en LCA, où je suis enseignant-chercheur, où nous offrons un master en sciences du langage, en littérature ou en socio-anthropologie. Un étudiant qui vient passer l'entretien, interrogé sur son projet professionnel, disait alors qu'elle souhaiterait se lancer dans la production de chaussures en cuir, d'Alungai. Alors je lui ai posé la question, mais en quoi un master en littérature peut être utile pour te lancer dans la fabrication de Dalungai ou un master en sciences du langage ou en socio-anthropologie? Vous voyez, pourtant c'était un étudiant qui était bien. Je veux dire, si on doit juger à partir des résultats académiques qu'il obtenait, mais qui ne sera pas retenu en master parce que justement le projet professionnel qu'il a en tête
ne trouve pas de réplique dans le projet pédagogique que nous offrons. Alors, quand vous arrivez à l'université, dans le cadre toujours de ce système LMD, où l'employabilité est au cœur de toute la politique, le LMD dit qu'il faut bien accueillir l'étudiant. J'ai pu lire dans ces papiers que vous avez remplis que beaucoup, à la question « qu'est-ce qui vous a le plus plu à l'UGB ?» beaucoup disent l'accueil, l'accompagnement dans l'intégration. C'est une exigence du système LMD, que vous soyez accueillis et orientés. Mais également, le système LMD dit même que vous devez avoir un conseiller pédagogique quand vous arrivez à l'UGB, dans n'importe quelle université où le système LMD est appliqué. C'est-à-dire quelqu'un qui est là. Ça peut être un ancien, ça peut être un bureau ouvert par l'université aux fins de conseiller justement les étudiants dans leur orientation pédagogique, mais également lorsque vous commencez votre formation et que vous avez des difficultés, le système LMD dit que vous devez bénéficier des séances de remédiation à travers un système de tutorat. Et le système de tutorat, c'est le choix d'étudiants qui sont calés dans le domaine et qui doivent sacrifier une partie de leur temps et consacrer ça à l'encadrement des plus jeunes après les cours programmés dans la maquette pour les aider justement à être à niveau. Donc la professionnalisation, c'est également les stages. Parce que dans l'ancien système, on était à l'université, après la licence, on engageait la maîtrise, après la maîtrise, on engageait le doctorat. En tout cas, on continuait d'avancer jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne peut plus avancer. Et le professeur Chimoun disait que l'UGB était une garderie d'adultes. Les gens avaient peur de sortir de l'université. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés à intégrer le marché de l'emploi. Après leurs études universitaires, il fallait encore faire un concours professionnel, faire 2 ans ou 1 an de formation avant d'être opérationnel sur le terrain. Le LMD essaie d'éliminer cette partie-là, c'est-à-dire la partie où vous devez encore aller faire un concours, subir une autre formation de 2 ans pour être opérationnel. Or, regardez le système tel qu'il est prévu. Vous faites combien d'années au cycle primaire? Ça vous fait 6 ans. Vous faites combien au cycle moyen? 4 ans. Ça vous fait 10 ans. Vous faites combien au cycle secondaire? 3 ans. Ça vous fait 13 ans. Et ça, c'est lorsque vous ne redoublez jamais. Si vous avez connu des redoublements, mine de rien, vous aurez fait 15 ans avant d'obtenir votre bac. 15 ans sur les bancs. Plus le temps que vous avez passé certainement à la maternelle, 3 ans pour faire la petite section, la moyenne section et la grande section, on est à 18 ans. Plus 3 ans de licence, si vous ne redoublez pas, on est à 21 ans. Plus 2 ans de master, si vous ne redoublez pas, on est à 23 ans. Donc 23 ans de votre vie quand même, où vous devez juste rester derrière sur une chaise, inactif, juste à accumuler le savoir. Mais quand est-ce que vous allez travailler pour gagner votre vie alors? Quand est-ce que ça va arriver? Vous voyez. Alors, cette professionnalisation, comme je l'ai dit donc, suppose également que même avant de finir vos études, vous fassiez des stages. Les stages vous connectent de la réalité à la réalité de l'entreprise. Et même si vous commencez des stages, alors si vous avez de bonnes compétences, vous pouvez y trouver un raccourci même à la carrière académique pédagogique parce que vous aurez trouvé déjà un point de chute pour votre insertion. Le Nyominka, le conférencier l'a dit, Ibrahim l'a dit également, il est pêcheur, il est agriculteur, il est éleveur. Être pêcheur, c'est ce qui l'amène à voyager partout dans le pays. On les trouve dans les zones côtières, Diogué, Elenkin, Kafountine, Tangier, Mbour, Joal, Kayar, Nouakchott, Nouadhibou, etc. Mais il est également dans la vente des produits halieutiques, les mollusques, la sèche, les huîtres, le yoros. Il est éleveur également. Le nom sidé a bien un sens en Sérère, c'est l'éleveur. Et il y a une tendance
ces dernières années dans le milieu Nyominka, c'est l'élevage des petits ruminants. À l'approche de la Tabaski, on voyait des pirogues débarquer tous les jours avec au moins une centaine de béliers qui arrivaient dans les villages. Maintenant, à l'approche de la Tabaski, les gens en ont élevé partout dans les maisons et peu sont ceux qui ont alors besoin d'aller les chercher. Mais sa posture de cultivateur également lui permet de cultiver une multitude de spéculations. Mais c'est vrai que là également, ces dernières années, avec la remontée de la langue salée, la salinité des sols, le Nyominka est en train de délaisser l'agriculture progressivement pour s'orienter vers d'autres métiers. Mais ces trois activités-là sont très liées également au commerce, puisque tout s'achète et tout doit s'écouler. Tout le mil, tout le maïs, tout le riz qui est consommé dans les îles du Saloum, dans le milieu Nyominka, est pratiquement importé des louma hebdomadaires de Sokone, de Kaolack, de Foundiougne, etc. Cela veut dire qu'avec des idées, il y a des choses à développer de ce côté-là. Plus intéressant encore, la transformation. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a quelques années en arrière, les femmes transformatrices de Dionewar étaient premières au Sénégal en termes d'entrepreneuriat et avaient même remporté un grand prix du président de la République dans ce domaine-là. Cela veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, quand on sera dans les îles du Saloum, on peut revenir avec du jus de dita, en fait du jus de produits transformés localement, et donc qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Le Nyominka peut ainsi occuper avec ces éléments-là toute la chaîne de production, que ce soit pour le poisson, pour les autres produits halieutiques, et même doit s'investir dans le domaine de la logistique. Alors, à l'université, il va s'orienter vers quelle formation? Vers des formations comme l'agronomie, vers des formations comme la santé, vers des formations comme la foresterie, vers l'entrepreneuriat, vers le stylisme, vers les arts et la culture, mais également vers le génie civil. Dans le village que je maîtrise le mieux, à Niodior par exemple, il y avait juste une ou deux équipes de maçons qui étaient là. Quand vous avez besoin de construire votre maison, il faut aller vous inscrire sur une liste et attendre parfois 6 mois à 8 mois avant que son tour n'arrive. Alors, ces gens-là, quand ils commençaient à construire pour toi, c'est toi qui te chargeais de leur ration alimentaire. Le petit déjeuner, le dîner, la cola ou le petit cola pour ceux qui en croquent, la cigarette pour ceux qui fument. Et alors, parce qu'ils obtiennent tout finalement, ils vivent de cela, rien qu'un petit coffrage qu'ils auraient pu faire en 24 heures risque de prendre 2 mois. Alors, les gens ont commencé à faire venir des ouvriers directement de Dakar ou d'ailleurs qui viennent s'installer et en 1 semaine, la construction est terminée. Donc, le génie civil également est un domaine dans lequel il faut s'orienter. La maçonnerie, l'électricité, la menuiserie, le tourisme, la communication, l'événementiel, la communication, que ce soit digitale, institutionnelle ou la communication d'entreprise. Aujourd'hui, l'hôtellerie n'est pas du tout développée. Moi, tout le temps que j'étais là, je ne connaissais que l'hôtel Delta Nyominka de Dionewar. Or, avec les perspectives d'exploitation du pétrole, beaucoup de monde va arriver dans les îles du Saloum. Ce sont des gens qui voudront manger, donc la restauration doit connaître un envol, qui chercheront des endroits où dormir, mais qui également profiteront de leur séjour pour découvrir les environs. Puisqu'aujourd'hui, il faudrait que vous le sachiez, les îles du Saloum sont la plus grande attraction touristique du moment. Regardez tous ces téléfilms que vous regardez. Ils ont été tournés où? Ils ont été tournés dans le milieu Nyominka. Parce que c'est une zone qui est restée en retrait pendant longtemps et qui présente en ce moment des ressources qu'on ne voit pas ailleurs. Et donc les gens viennent un peu exploiter dans l'industrie, culturelle. Donc vous devez vous orienter vers ces industries culturelles et créatives également. Mais pour cela, il faut se départir du mythe
de la bureaucratie, où chacun cherche à être derrière un fauteuil, à signer des papiers. Regardez, il n'y a plus pratiquement de jeunes dans le Millennium Inca à cause de l'immigration. Mais ces immigrés qui sont en Espagne, qui sont en Italie, qui sont ailleurs, c'est des gens qui envoient de l'argent régulièrement. Mais il faut monter des entreprises de courtage, des entreprises d'orientation même à l'investissement. Ce sont des gens qui enverront de l'argent à leurs frères, construis-moi ceci. Souvent, c'est pour revenir et voir que ce qui a été construit pour eux ne correspond pas à ce qu'ils avaient en tête. Certains même sont partis à New York jusqu'à abandonner les maisons qu'on a construites pour eux. Donc, créer une entreprise au moyen de conseil, d'orientation, de courtage dans ce domaine, c'est très, très bien. Alors, il faudrait également que vous alliez à la conquête de l'information. S'insérer dans le marché du travail, c'est une question d'information. Quand vous n'êtes pas informé, il y a une opportunité qui est disponible, mais ceux qui s'informent le mieux tombent sur l'opportunité en premier et agissent en premier et vous perdez. Donc, il faut s'informer. L'État a mis en place, l'inspecteur en a cité quelques-uns, ces trucs de pêche, orientés sur l'emploi des jeunes. Mais le 3FPT, vous en avez beaucoup entendu parler, qui était dirigé par une ancienne de l'UGB d'ailleurs, Sophie Diallo, et qui, avec le nouveau pouvoir, a été remplacé par Amadou Baboba, qui était le directeur de Subdeco Saint-Louis, et qui intervenait d'ailleurs au département de l'EA, dans des cours d'économie, d'économétrie, mais également en sciences économiques et de gestion. Ce 3FPT-là peut vous aider. Je dis que l'étudiant a horreur de prélever même 1000 francs de sa bourse pour acheter un livre. Même quand il sait qu'il en a besoin, il ne le fera pas. Il préfère pourtant débourser 15 000 francs pour s'acheter une paire de chaussures Timberland ou tout ce qu'il veut. Mais ce 3FPT-là, il y a beaucoup de formations professionnelles qui sont menées à l'UGB, qui sont agréées par le 3FPT. Qu'est-ce que l'étudiant doit faire? Pourtant, vous voyez les appels à candidature du 3FPT chaque année. C'est une longue liste de formations qu'ils offrent. Comment est-ce que ça se passe? L'étudiant, tu veux faire la formation, tu n'as pas les moyens. Tu vas trouver le 3FPT. Moi, telle formation m'intéresse, je voudrais le faire, mais je n'ai pas les moyens. Le 3FPT t'inscrit sur leur liste. Et quand il y en aura suffisamment de personnes inscrites, il va contacter ceux qui ont inscrit cette formation sur leur plateforme et leur dire « Vous avez 15 étudiants ou 20 à former. » Et le 3FPT paye pour vous 80% de cette formation-là. Vous, en tant qu'étudiant, vous ne payez que finalement 20%. Cela veut dire que si c'est une formation qui devait vous coûter 100 000 francs mensuellement, finalement, vous ne payez que 20 000 francs. Et les 80 000 francs sont payés par le 3FPT. Pourtant, combien d'entre vous connaissent le 3FPT? Ici, à Saint-Louis, ils sont sur la route de Makatoubé. En allant vers Ngalel, à hauteur de la pharmacie ou de l'école Moussa Diop, pour ceux qui connaissent bien l'endroit, sur votre gauche, il y a cette rue qui va à Makatoubé. Vous prolongez après la région médicale, le 3FPT est là. Par exemple, à l'UFR Crac, nous offrons le certificat d'aptitude en communication. Nous allons ouvrir bientôt une licence en journalisme, mais nous offrons également des formations en infographie, en motion design, en webmaster, en photographie. Et toutes ces formations-là sont couvertes par le 3FPT. C'est-à-dire, quand on les lancera, ça vous intéresse. Mais c'est des formations qui coûtent cher. Parce que les certificats en infographie vont vous coûter au moins 100 à 150 000 francs le mois. Alors vous allez au 3FPT, on vous prend 80% déjà de la formation. Et vous ne payez que le reste. Donc il faut en profiter, il faut saisir ces opportunités. La direction de la coopération et de l'insertion et du service à la communauté, qui est ici une direction de l'UGB, que vous trouvez au niveau de l'incubation. Cette direction a mis en place une plateforme d'opportunités d'insertion qui est en phase d'essai avec les étudiants de l'UFR Crac. Mais vous devez courir vers cette plateforme-là
parce que ce sera ouvert à tous les étudiants de l'UGB. Quelle est l'importance de cette plateforme en termes d'insertion? C'est-à-dire, on vous demande votre CV et tout ce qui concerne votre profil, on met sur la plateforme. Bonjour, chers étudiants, monsieur le directeur, monsieur le modérateur, monsieur l'intervenant. Je voudrais vous dire combien le plaisir est immense de venir partager avec vous cet après-midi sur la problématique de l'employabilité des jeunes Nyominka à l'occasion des journées d'intégration des nouveaux bacheliers de cette belle zone du département de Foundiougne. Il faut avouer que j'ai été un peu pris au dépourvu. Je crois qu'il y avait une organisation qui a été mise en place et par le jeu des contraintes, mon frère et ami et camarade de promotion Ousmane m'a invité à venir dire un mot à cette occasion. Par nature, j'aime les échanges. J'aime les discussions. Parce que tout simplement, comme on le dit souvent, si entre des personnes vous échangez des pièces de monnaie, chacun se retrouvera qui avec un billet de 1000 francs, qui d'autre avec 1000 francs mais en pièces. Mais si vous échangez des idées, chacun repart avec donc la totalité des deux idées des intervenants. Voilà pourquoi moi, jour et nuit, à chaque fois qu'on me réveille pour partager sur une thématique, je dis que je suis prêt. On y reviendra peut-être un peu plus long. Il faut dire également que nous, êtres humains, nous avons des choses qui sont innées, des choses également qui sont acquises par le jeu des naissances, par le jeu donc de l'ambiance familiale, sociologique, etc. Et donc, en ma qualité également de Baïfal, à chaque fois qu'on m'interpelle, je dis que, allez, on y va. Et donc, encore une fois, je ne crois pas au hasard. Toute organisation, toute activité humaine, il y a une main invisible, une main divine qui organise bien des choses. Je vous assure que je ne pouvais pas mettre un nom, enfin un visage sur le nom de M. Sarr. Pas plus tard que la semaine passée, il y a de cela 10 jours, un de ses collaborateurs m'a mis en relation avec lui. Et j'étais en train, sur le point de chercher une audience au niveau de son secrétariat. Et voilà que Dieu, le hasard, a fait qu'on est là côte à côte et on se rappelle des activités vieilles de plus de 20 ans maintenant. Voyez-vous, il me rappelle à ma qualité d'inspecteur d'académie un exposé que j'avais fait pour eux en qualité d'étudiant ici à l'UGB. Donc avec un immense professeur également, Mbaya, en sociologie. Ça fait plus de 20 ans, je crois. Voilà, donc toutes mes félicitations. Le pays peut compter donc sur des hommes aussi valeureux. Et je crois que en vous présentant seulement le parcours de M. Sarr, mais on aurait pu clore, n'est-ce pas, cette conférence en disant que tout est possible. Je voudrais vous encourager. Je voudrais vous féliciter pour l'obtention du baccalauréat. Et je voudrais vous dire bismillah dans ce haut temple du savoir. Le sujet est très pertinent. Réfléchir sur la problématique de l'employabilité au moment où vous mettez les pieds, n'est-ce pas, au niveau de l'UGB, mais c'est ça qu'on appelle avoir un parcours, un projet de vie. Parce que vous n'allez pas attendre à la sortie pour commencer à s'interroger sur certaines questions. Moi, je ne suis pas un spécialiste du travail.
je ne suis pas non plus sociologue. Je suis un littéraire de formation. Mais je suis un éducateur avant tout. Et comme l'a si bien dit mon camarade Ousmane, après la retraite, je donne des cours derrière ici à CEFS, donc à la section des masters en lettres, etc. Mais je me dis que quand je rentre le soir, je loge à 10 minutes d'ici, mais il faut que je m'inscrive dans plusieurs masters. Voilà pourquoi ces 3 dernières années, n'est-ce pas Ousmane, je me suis inscrit en ingénierie de développement local. Pourquoi? Parce que tout simplement, après avoir dirigé l'inspection d'académie de Saint-Louis pendant 10 ans, et avec l'avènement des collectivités territoriales, j'ai voulu changer. Et comme il y avait un poste de secrétaire général de département, et on y reviendra également, et on dit que les textes le disent, que pour occuper ce poste, il faut être un fonctionnaire de la hiérarchie A, mais je me dis, pourquoi pas? Et c'était la première fois que je mettais les pieds dans le département de Foundiougne. En 2013, je viens donc et j'ai été le secrétaire général du département. Toute la zone du département, j'ai mis mes pieds là-bas. Parce que tout simplement, le développement territorial se joue au niveau local, au niveau de la base. Donc, maintes fois, on a pris la pirogue de Foundiougne, n'est-ce pas, Diamniadio, Félir, Bassoul, etc., Niodior, Dionewar, etc., etc. Donc, nous avons passé la nuit dans chacune, n'est-ce pas, de ces contrées. Donc, vous voyez, je ne savais pas qu'un jour, je serais en face d'étudiants originaires de ces localités-là pour qu'on parle d'employabilité des jeunes. Il y a toujours la main de Dieu quelque part. Le thème est d'autant plus intéressant qu'il s'agit de journées d'intégration. Et intégration, réfléchissez bien et commencez toujours, parce que vous êtes à l'UGB, vous êtes des étudiants et bientôt des chercheurs, que signifient ces vocables-là? Il ne s'agit pas d'une incorporation. Parce que l'incorporation, c'est ce qu'on fait à l'armée. Les recrues viennent, ils trouvent un corps déjà formé, et voilà, de gré ou de force, ils sont introduits dans ce corps. Ça, c'est une incorporation. Mais l'intégration signifie quoi? Signifie qu'il y a votre volonté de venir partager avec ce que vous trouvez à l'UGB, les mêmes conditions de vie, comme dirait l'autre, une commune volonté de vie commune, les mêmes objectifs. Et c'est une très longue tradition. Les grands noms que vous entendez, Bill Gates, Bill Clinton, Michelle Obama, etc., donc ont été dans des universités et ont fait l'intégration avec cette méthode bien américaine où il faut venir appartenir à un groupe avec un code secret et vous formez une certaine communauté au sein même de la grande communauté estudiantine. Et vous vous engagez à être solidaire, vous vous engagez à respecter les mêmes normes de vie, vous vous engagez à avoir la même vision, n'est-ce pas, pour votre devenir. Donc dites bien que ce n'est pas une chose anodine. D'ailleurs, je crois, je ne suis pas sociologue, mais dans nos anciennes traditions, quand vous voyez les rites initiatiques, il y a toujours ce degré donc d'intégration. Avec même un volet qui s'appelle le bizutage. Vous voyez, parce que on va, pour vous admettre, il faut que vous payiez un certain prix. Le prix de l'humilité, le prix des brimades. Vous voyez, vous venez dans une université comme ça,
Parfois, vous marchez, on vous dit non, il ne faut pas marcher de ce côté-là. Non, il ne faut pas vous mettre un peu, comment dire, sur le gazon ou bien, etc. Et ça allait très fort. Il y a eu même des dérapages. Et voilà pourquoi, donc, ce type d'intégration a été tout simplement banni, a été interdit par la loi. Donc, il s'agit d'une intégration. Et dites-vous bien qu'à partir de maintenant, vous appartenez bien à cette communauté de l'UGB, que je crois, ils appellent même Wassanar. Mais une intégration, ce n'est pas perdre son âme, ce n'est pas perdre sa culture. Vous venez avec ce que vous êtes. Et les autres sont là, et ensemble maintenant, vous mutualisez. Mais il ne s'agit pas de perdre sa culture. Voilà pourquoi j'ai apprécié également la pertinence donc, du libellé du sujet quand on parle d'employabilité des jeunes Nyominka. Il y a en face de vous les Peuls, Ndongo. Et il faut que chacun garde sa culture, garde ce qu'on appelle son essence. Et ensemble maintenant, vous allez construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau. C'est ça un peu l'intégration. Alors, je ne sais pas, parce qu'il faut aussi une gestion du temps, on en aura jusqu'à quand, mais très rapidement, donc après quelques clarifications conceptuelles, je voudrais tout simplement dire que l'employabilité est souvent utilisé en économie. Et ça consiste à utiliser des personnes actives de la population pour des activités économiques. Il s'agit souvent d'un contrat. Parce que pour qu'on parle d'employabilité, il faut que vous possédiez un emploi. Et l'emploi, c'est souvent un contrat entre deux parties. Il y a souvent un employeur et il y a l'employé ou le travailleur. Et c'est ce contrat-là qui permet de mesurer quel est le degré d'employabilité. Et l'employabilité est à la fois d'ordre quantitatif et d'ordre qualitatif. D'ordre quantitatif, ça se calcule. On va dire que dans tel pays, quel est le degré d'employabilité? Ça peut se calculer avec des chiffres, avec des indicateurs. Mais l'employabilité aussi est d'ordre qualitatif, c'est-à-dire quelles sont vos aptitudes, quelles sont vos compétences qui vous permettraient d'occuper un poste, de le conserver durant tout le long de votre carrière. Donc retenez bien que dans ce sujet, l'employabilité peut être un indice, un indicateur, mais également peut-être une qualité. Et c'est là où l'enseignant, l'éducateur que je suis, mettra beaucoup plus l'accent. Et donc, quand vous, en termes d'employabilité, s'il y a effectivement ce contrat-là, le premier droit, c'est le droit à une rémunération. Et beaucoup même vont confondre l'employabilité à la rémunération, au salaire. Effectivement, c'est l'un des premiers droits quand on est dans le monde du travail. Comme on le dit, tout travail mérite salaire. Maintenant, là aussi, sans pour autant m'appesantir là-dessus, vous allez peut-être prendre note et creuser davantage. Ce qu'on reçoit, c'est une rémunération. Donc, c'est comme on dirait un grand ensemble. Mais il y a des spécificités. Quand on parle de professions libérales, telles que les avocats, etc., qui travaillent pour vous, vous payez, ça s'appelle honoraire. C'est comme on dit, c'est un salaire, c'est de l'argent qu'il reçoit, mais on ne parle pas
de salaire, on parle d'honoraires. Quand il s'agit du métier de journaliste, le professeur est là, on vous dit, relatez-nous comment ça s'est passé la journée d'intégration des Nyominka. Vous faites un papier, vous envoyez à un journal, le journal regarde, publie. À partir de cette publication, il vous paye. Il vous paye non pas un salaire, non pas des honoraires, mais c'est ce qu'on appelle des piges. Voilà pourquoi, d'ailleurs, c'est les journalistes qui écrivent des articles en voix, donc on les appelle des pigistes. Vous relatez un événement, et quand ça arrive au niveau de la rédaction, on vous paye à partir de l'article que vous avez produit. Alors, il y a également les droits d'auteur. Quand vous êtes artiste, quand vous êtes écrivain, n'est-ce pas? Vous avez produit quelque chose, un chef-d'œuvre, on va vous payer, c'est ce qu'on peut appeler des droits d'auteur. Ça aussi, c'est une forme de rémunération. Il y a, en termes d'entreprise également, ce qu'on peut appeler des prélèvements sur les bénéfices ou sur les chiffres d'affaires. Ça peut se comprendre. Nous tous, ruraux, il nous est arrivé qu'au niveau de la famille, on prenne les Peuls ou bien les Diola, ils viennent cultiver notre champ pour nous, et quand c'est terminé, on va voir la récolte, quelle est sa valeur, et on donne une partie, n'est-ce pas, à nos sourgueux, et ensuite ils rentrent. Ça, c'est une forme de prélèvement sur les bénéfices de notre entreprise. Ça. Maintenant, cet exemple au niveau champêtre peut se trouver également au niveau des industries, au niveau des entreprises. Alors il faut retenir que les pays également sont classés en termes de nombre d'emplois qu'ils procurent. Et voilà pourquoi, quand vous faites des recherches, vous pouvez trouver que dans tel pays, etc., le taux d'employabilité est assez grand ou assez petit, etc., etc. Et ce terme d'employabilité est lié souvent également à la notion de chômage. Voyez-vous. Donc, et l'emploi également peut être dans ce qu'on peut appeler le secteur public ou le secteur privé. Et un emploi est un ensemble de tâches et de compétences. Et malheureusement au Sénégal, l'emploi est souvent indexé, surtout pour le secteur public, au niveau de diplôme que vous avez acquis. Vous êtes bachelier, ça signifie que vous avez déjà 3 diplômes. Le premier, c'est quoi? Le certificat. Voilà, le CFE. C'est un certificat. Le deuxième, c'est quoi? Le brevet. Le troisième, c'est quoi? C'est le baccalauréat. Et à chacun de ces diplômes académiques correspond un mode de paiement. Si vous êtes recruté, donc avec le certificat, il y a un niveau de paiement. Si vous êtes recruté au niveau du bac, il y a aussi un niveau de paiement. Et vous tous, vous avez entendu bac plus 2, bac plus 3, bac plus, etc. Donc, ça signifie qu'au Sénégal, en tout cas le système français, donc on paye à partir donc du niveau de on paye à partir du niveau de diplôme. Mais il faut aussi reconnaître que l'emploi ou l'employabilité se crée, mais également se détruit. L'État,
le secteur public, disons, qui peut recruter, peut demain dire, moi je n'ai plus besoin de ce métier-là. Ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle les déflatés, hein, c'est ce qu'on appelle ceux qui sont reconvertis dans d'autres métiers. C'est même, il y a une notion hein, qu'on appelle on vous maintient sans affectation. C'est arrivé au Sénégal. Je peux en parler parce que, à un moment donné, l'État avait jugé que certains agents de l'agriculture, certains agents, etc., ils n'en avaient plus besoin. Et il leur dit, restez chez vous. Et à un moment donné, ils ont dit que tout ça, maintenant, il faut qu'on les mette dans l'enseignement. Et ils viennent se présenter en disant, moi, je veux être enseignant parce que j'étais agent d'agriculture, mais j'étais Monza. Donc, maintien par ordre sans affectation. Et on les a intégrés dans le corps des enseignants. Ils sont devenus des professeurs, ils sont devenus, etc., etc. Ça aussi, ça a eu lieu ici. Alors donc, l'employabilité, pour clore cette clarification, il y a l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui l'a définie comme étant l'aptitude de chacun et de chacune, bien sûr, à trouver et conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter aux changements tout le long de la vie professionnelle. C'est ça la définition, en tout cas, que l'OIT donne de l'employabilité. Mais on n'a pas parlé d'employabilité des seniors. On a parlé de l'employabilité de la jeunesse, hein, des jeunes Nyominka. C'est bien ça. Alors, donc, maintenant, il faudra toujours aussi se méfier de ces termes-là. Jeune, c'est quoi? Voilà. Jeune, c'est quoi? Alors, il y a des définitions sociologiques, il y a des définitions en droit, il y a des définitions selon le code du travail, etc. Au Sénégal, retenez qu'officiellement, le jeune, il est âgé de 15 à 35 ans. Donc, alors, en tout cas, il n'a pas encore atteint la majorité et n'a jamais exercé un emploi. Vous voyez, et là aussi, ça pouvait même faire l'objet d'une conférence. Parce que tout simplement, il y a des critères également qui ne peuvent pas faire l'unanimité et qui tentent de cerner cette problématique-là de la jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? Le jeune, c'est quoi? Et il y a un grand sociologue, Gérard Mouget, qui essaie de dire que, en tout cas, le jeune, pour moi, c'est l'âge de la vie où s'opère un double passage, plus ou moins étiré dans le temps, de l'école à la vie professionnelle, de la famille d'origine à la famille conjugale. Ou en d'autres termes, n'est-ce pas, une séquence trajectoire biographique entre entrée dans la vie et passage de l'âge adulte. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? C'est que dans nos contrées d'origine, si vous êtes avec votre camarade, il est marié ou elle est mariée, on ne peut plus parler de jeune, selon cette définition. Donc, vous voyez que ce n'est pas ici un critère d'âge, mais c'est un critère aussi de statut social. Mon papa est jeune, certes, mais est-ce qu'il revêt toutes les caractéristiques d'une jeunesse? Donc, il y a quelques différences. Alors, mais là également, c'est des définitions toujours qui essaient de circonscrire un concept, mais qui ne peuvent faire l'unanimité. Ce n'est pas possible. Alors, donc, quand en tout cas la position sociale est stable, avec une rémunération, avec peut-être ce que la société, en tout cas Nyominka, attend de vous, on peut dire que, effectivement, vous avez quitté l'âge de la jeunesse, l'âge de l'adolescence,
pour entrer dans l'âge, dans la catégorie un peu des adultes maintenant. Alors là également, je crois qu'on pourrait interroger comment ça se passe réellement, quels sont les différents stades d'initiation, etc. en pays Nyominka pour voir, depuis, donc, en tout cas si c'est un garçon, depuis la circoncision jusqu'à l'entrée, n'est-ce pas, etc., jusqu'au mariage.